Bon, mais bonsoir. Donc, merci d'être venus pour cette dernière soirée du Festival du Phare à la Colonie. Donc, j'étais dans François Vergès et Franck Rigaud, coordinateur artistique du festival. Bravo. Donc, aujourd'hui, on a invité Françoise, elle avait 2 cartes blanches, une hier autour du sucre et aujourd'hui autour de Césaire. Et donc on va voir un film qu'elle a co-réalisé avec La figure de Césaire est extrêmement importante pour moi et je trouvais qu'elle avait été beaucoup oubliée. Donc il y a eu d'abord les entretiens que j'avais fait avec lui, à un moment donné où j'entendais dire, quand je parlais de lui, que mais est-ce qu'il n'est pas mort? Et donc vraiment, et du coup je me dis, mais c'est pas possible, et j'ai fait ces entretiens qui sont sortis en 2004. Et ensuite, j'avais parlé du fait qu'on parlait très peu du Césaire, de comment qu'il avait vécu dans un moment de très grands bouleversements mondiaux, de décolonisation, de guerre froide, de révolution, et on parlait très peu de quelles avaient été ses opinions, ses réactions par rapport à ça. On parlait de lui comme poète, comme dramaturge, comme maire de Fort-de-France, mais très peu quelles avaient été ses réactions par rapport à tous ces énormes événements. Au moment où il est député de l'Assemblée nationale, il est chef d'un parti, que pense-t-il de la révolution à Cuba? Que pense-t-il de ce qui se passe au Vietnam? De ce qui s'est passé en Afrique? Enfin, toutes ces révolutions, tous ces énormes mouvements. Quelle est son opinion? Comment réagit-il? Et j'avais beaucoup insisté là-dessus parce que je trouvais que ne parler que de lui que comme poète, ou que comme dramaturge, ou que comme maire de Fort-de-France, enlevait chaque fois d'autres morceaux. Et que ça avait été quelqu'un qui avait été vraiment dans le monde. Et donc c'est cette dimension de Césaire dans le monde, dans les révoltes du monde à cette époque, qui m'intéressait. Il y avait eu un 2 livres d'ailleurs qui étaient parus juste avant qu'on commence à parler du film, sur Césaire à Moscou plusieurs fois, sur sa position par rapport à ce qu'il avait intéressé en Union soviétique. Et donc je voulais un peu restituer aussi l'épaisseur de la personne d'Aimé Césaire. Et avec donc le producteur et le réalisateur, moi j'ai écrit, si vous voulez, le film, je ne l'ai pas réalisé, mais en signalant qu'il faudrait parler de ça, il y a-t-elle écrit que c'est telle chose qu'il a dit à ce moment-là, a-t-il eu une réaction, sur, par exemple en 56 avec le canal de Suez, n'a-t-il pas eu, pourquoi, oui, non, enfin toutes ces choses, c'est peut-être vraiment de poser des questions. Comment avait-il réagi, puisque c'était un homme qui était extrêmement curieux et qui s'intéressait à tout ce qui se passait dans le monde, donc on pouvait penser qu'il avait eu des opinions, des réactions. Donc voilà un peu le départ du film, et de continuer en fait à donner à la figure de Césaire toute sa dimension, toutes ses dimensions plurielles, et de rappeler que c'est quelqu'un d'extrêmement important et que ses écrits résonnent encore fortement aujourd'hui. Évidemment, je pense à Discours sur le colonialisme, à Cahiers d'un retour au pays natal, et aussi à sa lettre de démission en 1956 du Parti communiste français, où sa critique de la gauche française résonne énormément aujourd'hui dans la dimension de cécité par rapport à la question coloniale et la question raciale. Donc on peut tout à fait relire, et c'est la personne qui précède Fanon, on connaît plus Fanon, mais il y a quelque chose dans Césaire qui est très important, et d'ailleurs on sait que Fanon a lu très soigneusement Césaire. Donc pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, ou l'un avant l'autre, mais c'est de pouvoir évidemment élargir notre bibliothèque de références qui nous permettent de penser à la fois le passé, mais aussi le présent. Comment ça résonne dans le présent? Est-ce que ça peut nous dire quelque chose? Est-ce que dans Césaire vivant dans ces moments d'extrême transformation, d'extrême reconfiguration, nous vivons dans un monde de profonde transformation et reconfiguration, et qu'est-ce que nous pouvons tirer de leçons par rapport à ça, ou ne pas en tirer d'ailleurs. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut nous faire penser, puisque c'était quand même des années extrêmement de grands bouleversements. Et comme on a toujours l'impression que c'est notre temps qui est le temps des bouleversements, que le temps avant n'était pas comme ça, que finalement c'était pas si mal, c'était quand même mieux avant. Donc c'est un peu aussi pour rappeler qu'il a été confronté à de très forts bouleversements, comme nous sommes confrontés aujourd'hui à ce bouleversement, et qu'il a essayé de les penser, et que nous devons aussi donc essayer de penser ce que nous allons faire face au bouleversement présent. Donc ce film il a été présenté à la télévision, puis après il a tourné aussi dans des festivals, il est comme celui-là, et il a provoqué des discussions, mais j'espère qu'il en provoquera aussi ce soir. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Vous faites un bon film tout à l'heure. Je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture. Ce que le jeune Corentin ne sait pas encore, c'est qu'en choisissant Aimé Césaire et le communisme comme sujet d'exposé, il ouvre grand les portes du XXe siècle. Un XXe siècle marqué par la débâcle de 2 guerres mondiales, où le monde redistribue ses cartes et les empires coloniaux s'effondrent. L'Union soviétique, qui englobe désormais des pays satellites, est une nouvelle puissance. Les peuples colonisés qui ont participé à la lutte contre le nazisme et le fascisme secouent plus que jamais le joug colonial. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam, mais dès 1946, la guerre éclate avec la France. Le 1er août 1947, l'Inde devient indépendante. Le 1er octobre 1949, la République populaire de Chine est déclarée. Un nouveau monde est en train de naître. Césaire dit souvent qu'il est un péléen, c'est-à-dire comme la montagne Pelée, qui explose. Pourquoi? Parce que c'est un révolté. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire. On s'émerveille sur toutes les cultures du monde qui se rencontrent, etc. Mais où cette mondialisation s'est produite pour la première fois? Mais dans les Antilles. Parce que dans l'archipel des Antilles, les Européens sont arrivés, ils ont rencontré les Caraïbes, enfin les Taïnos dans les grandes Antilles. Ils ont fait venir des esclaves africains, ensuite des immigrés de l'Inde, ensuite des Chinois. Césaire a eu un engagement littéraire et culturel qui a constitué quasiment le centre de sa vie. Tout occupé qu'il était à réhabiliter, mais avec raison, une partie de cette identité, il a fantasmé sur un monde noir, international, universel. Et il n'a pas saisi cette dimension mondialisatrice de la culture créole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à venir voir ce magnifique documentaire qu'a co-signé Françoise Vergès. Alors nous allons avoir un petit échange en 2 temps. D'abord des petites questions que je vais poser à Françoise. Comme elle a une double actualité, Françoise, il y aura une petite discussion, disons, en 3 temps. On commencera évidemment par Césaire, en rappelant l'entretien auquel tu faisais référence tout à l'heure, qui avait été précédé par ce magnifique livre, dont le prolongement est ce merveilleux film, qui vous permet de faire connaissance avec cet immense baobab, aurait-on dit, sous nos latitudes en Afrique, en parlant d'Aimé Césaire. Mais Françoise a également une autre actualité, c'est la parution toujours chez Albin Michel, ton éditeur traditionnel, de ce livre, Le ventre des femmes, dont elle nous dira quelques mots tout à l'heure, parce qu'il est essentiel. Il complète un petit peu cette histoire des anciennes colonies esclavagistes qui sont si mal connues en France. Je pense aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Et là, il s'agit tout particulièrement de la Réunion. Mais il y a aussi ce livre, Écrire l'Afrique monde, avec une contribution de Françoise Vergès. Si on a un petit peu de temps, elle nous dira peut-être un mot sur sa contribution. Ce livre est essentiel, moi je vous le conseille vivement. Il reprend l'essentiel de ce qui s'est dit à Dakar durant les ateliers de la pensée qui ont eu lieu l'année dernière, coordonnés par Felwine Sarr et Achille Mbembe, qui aujourd'hui prolongent le travail qu'ont fait les pères de la négritude. Je pense à Lyon Diop, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et évidemment Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. J'ai eu tout à coup un gros trou de mémoire. Mais on va commencer par ce documentaire, François. Je voulais que tu
tu nous dis un peu, on entend à un moment donné un vieux colon, descendant de ces esclavagistes, dire le noir c'est comme un grand enfant. Il suffit de bien le prendre, on en obtient ce qu'on veut. Il suffit d'être juste avec lui, on en obtient ce qu'on veut. La négritude est parfois, par certains, tournée en dérision, mais c'était à l'époque, plus qu'un cri, c'était une affirmation nécessaire, indispensable, compte tenu du contexte dans lequel vivaient Césaire et tous les autres, j'imagine. Tu as raison, c'est pas simplement un cri de protestation, c'est une affirmation. C'est une affirmation au monde vous avez fait des nègres, ces nègres sont des êtres humains. Et donc, vous nous appellerez nègres, mais nous reprendrons ce terme et nous l'affirmerons. Rappelle-toi que la Constitution d'Haïti déclare que les Noirs, que tous les citoyens sont des Noirs. C'est-à-dire que Noir devient le nom de l'universel. Puisqu'au XVIIIe siècle, le nom de l'universel, en fait, c'était les Blancs. Dans tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en fait, il y avait une petite parenthèse, sauf quelques-uns. Et ces quelques-uns, c'était quand même les Noirs. Donc là, il y a cette réaffirmation, et à travers là, un questionnement de ce que c'est l'humanisme tel qu'il a été proposé par l'Europe, et aussi l'universel tel qu'elle a été proposée. Donc c'est vraiment la négritude, et d'ailleurs Césaire disait, ce n'est pas pour moi une cathédrale, ce n'est pas quelque chose, c'est pour moi de réaffirmer quelque chose qui est de l'ordre de l'existence et de l'affirmation de ma présence au monde. Et que ma présence au monde ne peut pas dépendre de l'autre et aussi cette stratégie quand même assez connue de l'opprimé qui reprend le terme qu'on lui a jeté comme stigmate et qu'il reprend, et comme on le sait, Césaire aurait dit alors que dans la rue quelqu'un à Paris le traitait de nègre, et il s'était retourné en disant le nègre t'emmerde. Voilà. Alors, surtout dans ce livre, Nègre, je suis nègre, je resterai, tu invites à une lecture post-coloniale d'Aimé Césaire. Tu as commencé un petit peu à nous parler de la figure du nègre, et il y a un petit lexique dans ce livre que je conseille à tout le monde, parce que tu reviens un petit peu sur ces catégories qui sont importantes à comprendre, c'est-à-dire celle du nègre, celle du blanc, je emploie le terme ici, à dessein, y compris les Outre-mer, et c'est ce concept qui est aujourd'hui toute une école de la post-coloniale. Est-ce que tu peux, juste pour nous autres Béotiens, faire un petit rappel de ce que sont ces termes? Oui, il faut s'approprier un vocabulaire aujourd'hui et comprendre ce qu'il signifie. C'est-à-dire que blanc, quand on dit blanc par exemple aujourd'hui, qu'on ne soit pas lancé dans des longues justifications sans fin, il faut finalement, on est en 2017, si on n'arrive pas à admettre qu'il y a eu une fabrication du blanc, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le blanc, et que ça donne à cette personne des privilèges culturels, socio-économiques, quelle que soit la bonne volonté de cette personne, quel que soit son caractère, ça peut être la personne la plus gentille du monde, la plus généreuse du monde, c'est donné par l'histoire. Et donc, il faudrait qu'on en arrive là, qu'on ne soit plus à justifier constamment, à expliciter ça, puisqu'on voit que les discriminations se poursuivent sur la question de la couleur de peau, l'origine, le nom, la religion, bon, le genre évidemment, et toutes ces autres choses. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un vocabulaire dont il faut pouvoir se saisir. Donc postcolonial, c'est que quand même d'un côté, il y a une fin à un certain statut, quand même, et qu'il faut l'admettre. Donc, quand on me dit c'est la même chose, je dis mais non, c'est pas la même chose. Il faut comprendre cette reconfiguration. Si on ne la comprend pas, on ne comprend pas aussi comment il y a certaines forces qui se mettent en place. Bon, les complicités dans nos sociétés. Je veux dire, on n'est plus dans un monde totalement binaire qui est le monde colonial. Bon, ou alors il y avait quelques complicités, mais elles étaient minimes. Je veux dire, depuis que ce soit en Afrique depuis les indépendances, ou dans les Caraïbes, ou ailleurs, ou dans nos anciennes colonies appelées Outre-mer, on voit bien que se sont reconfigurées, après la fin du statut colonial, les classes sociales, ce qu'on appelle les classes sociales. Et que dans ces classes, tu as eu une classe moyenne qui a émergé, qui est tout à fait contente avec l'ordre tel qu'il est.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le postcolonial signifie qu'il y a d'autres choses nouvelles, de nouvelles configurations, mais qui sont sur lesquelles hante le colonial. Donc, des représentations qui restent, on l'a bien vu il y a 2 ans, avec le vocabulaire qui revient de guenon, de banane, enfin, je veux dire, d'où ça sort, et c'était pas une découverte, hein, c'était des vieilles choses recyclées. Donc, il y a les vieilles choses qui restent, qui sont recyclées, et puis des nouvelles choses qui émergent. Et donc, le postcolonial, c'est de travailler les 2 niveaux constamment, de voir ce qui est nouveau, et ce qui est quand même les vieilles choses, les vieilles rengaines du racisme colonial qui reviennent de façon hantée. Donc il faut qu'on comprenne vraiment le moment dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui à la fois peut être le même sous certains aspects, mais n'est pas non plus le même sous d'autres. Et il faut donc tenir les 2 morceaux, sinon on simplifie trop les choses et on ne voit pas. Donc il y a tout un vocabulaire, il faut absolument admettre qu'il y a des blancs. Et donc parler des blancs avant de parler des noirs ou des autres. C'est le blanc qui fait qu'il y a d'autres couleurs. Sans le blanc, il n'y a pas d'autres couleurs. Et le blanc, c'est la couleur cachée. C'est la couleur qui n'existe pas tellement elle est cachée. Mais sans le blanc, il n'y a pas d'autres couleurs. Et cette idée de la naturalisation de ce blanc qui va de pair avec des droits et des privilèges. Des droits et des privilèges très très importants, des droits qui sont inséparables de la traite et de l'esclavage, qui précèdent le colonialisme post-esclavagiste. Je le répète très souvent, par exemple pour les femmes, parce que pour les femmes c'est un sujet, on le voit bien, les femmes, leurs droits leur sont niés, notamment en France, très longtemps. Elles ont le droit de vote en 1945 et la plupart des votes, comme d'avoir un chéquier, de pouvoir exercer leur travail sans demander l'autorisation de leur mari, dans les années 60-70. C'est quand même tardif. Il y a quelques droits avant, comme le droit d'être bachelière, mais enfin, bon, la plupart des droits, c'est la seconde moitié du XXe siècle. C'est très, très, très tardif. C'est nos mères, d'accord? C'est même pas nos arrière-grand-mères, d'accord? Et enfin, pour les plus jeunes ici, vos grands-mères, enfin, quand même, c'est pas si loin. C'est pas vos 4e génération auparavant. Par contre, les femmes, il y avait eu des femmes dans le monde qui, dès le 15e, 16e siècle, ont eu le droit de posséder des êtres humains. De les acheter, de les vendre, de les tuer, de les prêter. C'est-à-dire d'avoir des êtres humains esclaves. Parce qu'elles étaient blanches. Et c'est la seule raison pour laquelle elles pouvaient posséder ça. Le fait d'être blanche leur accordait ce droit. Elle n'avait pas le droit à l'héritage, elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit d'aller à l'école, ou elle n'avait pas le droit d'être magistrat, des tas de choses, des tas de postes. Mais elles avaient ce droit-là. Elles avaient le droit de posséder des plantations. Et elles ont le droit aussi de posséder des plantations après l'abolition de l'esclavage. Et de faire travailler des gens qui sont au travail forcé. Bon, par exemple, si on prend la culture populaire, le film Indochine le montre très bien. Catherine Deneuve est à la tête d'une grande plantation d'EVA au travail des Vietnamiens. Qu'est-ce que Catherine Deneuve, pas elle, mais le personnage, fait en Indochine? Elle n'est pas chez elle quand même. Et pourquoi? C'est une blanche qui fait travailler tous ces travailleurs indochinois, qui évidemment grattent comme ça le truc pour pas rien dire. Donc on voit bien que ce privilège lui est accordé alors qu'on est dans une époque où elle n'a aucun droit, ce qu'on appelle les droits civiques, tu vois, tous les droits qui sont attenants à ce qu'on pense être naturel, elle ne les a pas, mais elle a ce droit-là. Et ça lui est donné par le colonial et la race. Justement, tu fais bien de parler de la race, tu vas garder le micro. Avant de revenir à Césaire, tu vas nous préciser ce que c'est que la racisation, la racialisation et la colonialité du pouvoir. Parce que c'est très important, puisque tout à l'heure, en revenant sur Césaire, on va parler de disons, des prémices du post-colonial qui étaient déjà dans son discours, notamment dans le discours sur le colonial. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ah ben, le discours sur le colonialisme, enfin, je veux pas... Si je commence avec le discours sur le colonialisme, je ne vais pas m'arrêter. Sur la question de la racisation, c'est clair, la race n'existe pas. Il n'y a pas de race. Mais le racisme existe et les processus de racisation existent. C'est-à-dire le fait que le capitalisme ou l'État-nation désigne des groupes, des communautés comme étant autres
et donc par cette altérité peuvent être stigmatisés et discriminés. Et on voit que ce sont des processus dynamiques, parce qu'il y a des groupes qui sont racisés au fur et à mesure. Je veux dire, au début, évidemment, c'est les Noirs, bon, ils sont racisés, mais on voit qu'après, par exemple, dans les colonies post-esclavagistes, c'est les engagés qui sont indiens ou chinois, qui sont à ce moment-là racisés, et puis après, il y a des musulmans qui arrivent, ils sont racisés, ou même, par exemple, en Europe, on voit que les Roms, aujourd'hui, sont racisés. C'est-à-dire, donc on voit que ce sont des processus, les processus de racisation sont des processus dynamiques qui sont en lien avec les intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts culturels. Donc aucun groupe n'est à l'abri d'un processus de racisation. Et alors, il y a évidemment, la question, c'est comment déraciser la société, déraciser la culture, c'est-à-dire d'aller dans le post-racisme. Pas le post-racial, mais le post-racisme. C'est-à-dire qu'effectivement, tu n'as plus besoin du racisme pour qu'une société marche ou qu'une économie marche. Parce que l'économie actuelle, elle marche sur des processus de racisation et les États-nations marchent aussi sur des processus de racisation. Tu appelles là-dedans le capital racial. Oui. Le capitalisme racial. Le capitalisme racial. Le capitalisme n'est pas neutre, il a été racial parce que dès le fait où le capitalisme est né, aussi son avènement est lié avec la traite et l'esclavage, c'est la construction d'un groupe très large, là, c'est toute la main-d'œuvre noire esclavagisée, c'est-à-dire des millions de personnes sur lequel va reposer l'accumulation du capital. Et c'est par la possibilité de rendre ce groupe, parce que ces personnes ont la peau noire, naturellement esclaves, et donc sur lequel le capital peut se construire. Donc tout ça est extrêmement important à comprendre. Et on comprend aujourd'hui, si tu veux, des racialisations du Sud, des racialisations des pays, des racialisations, mais même par exemple, juste pour prendre la situation actuelle, tu as des processus de racialisation à l'intérieur de l'Europe aujourd'hui. La manière dont la Grèce est traitée par l'Allemagne ou par la communauté européenne, ils sont paresseux, ils font la sieste trop longuement, ils veulent tout. C'est absolument le vocabulaire colonial racial. Donc on voit que ce vocabulaire peut circuler, peut revenir, et c'est là qu'il faut donc faire voir à la fois les formes de racialisation qui ont été inscrites dans l'histoire et qui se perpétuent, et les nouvelles qui se forment et qui s'agrègent. Et le fait que le capital et l'État-nation continuent à diviser les communautés, à les jeter les unes contre les autres, alors qu'elles devraient voir qu'elles sont victimes de ces processus. La colonialité du pouvoir, tu me demandais, c'est que dès que l'État-nation se crée, l'État-nation moderne se crée au XVe, XVIe siècle, il se crée sur le colonial. On oublie, tu vois, on apprend l'histoire de la construction de l'État en Europe, de la construction de l'État français, comme si cet État s'était créé en dehors de ce qu'il est en train de faire ailleurs. Or, dès le XVe, il a la Louisiane, etc., enfin, il a des colonies, et c'est très très important, pour Colbert, on le sait, mais même d'autres, c'est très très important, et donc, il n'y a pas de droit qui n'est pas pensé dans l'État moderne sans penser cela. La liberté est pensée parce qu'il y a la servitude. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est celui qui n'est pas esclave. Bon, parce que les femmes... Bon. Ça compte pas. Qu'est-ce que c'est l'égalité? Qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le travail libre? C'est parce qu'il y a un travail non libre. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? Donc, tu vois, toutes ces notions qui sont essentielles à la pensée moderne de l'État, elles ne sont pas, on les apprend comme ça à l'école, comme si il y avait eu un long cheminement bien linéaire, et puis on se met à penser à la liberté, à l'égalité, mais c'est parce que derrière, tu as tout ça. Derrière, tu as, mais qu'est-ce qu'on fait dès que l'Europe se met à se lancer dans le monde? Mais qu'est-ce qu'elle fait de tous ces peuples qu'elle rencontre? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Alors, il y a la fameuse discussion avec Bartolomé de la Casas, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces hommes? C'est qui ces gens? Entrent-ils dans l'espace humain? Avant, après, pas tout à fait, un peu à côté. Et c'est l'Europe qui se pose ces questions et qui va donc, si tu veux, à la fois, ce n'est pas pour enlever la force de ces notions d'égalité et de liberté, mais elles sont contaminées très tôt par cette autre chose. Donc ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de signification, mais c'est qu'il faut comprendre cette contamination, et c'est ça que j'appelle la colonialité.
Et c'est que donc se décontaminer de la pensée raciale, comment elle va pénétrer liberté, égalité et plus tard fraternité. Alors, on va revenir à Césaire, puisque Françoise propose une lecture postcoloniale de l'œuvre et du parcours de Césaire. Je voulais juste, Françoise, que Césaire a été sorti des programmes scolaires en France il y a quelque temps par un certain François Bayrou. On ne sait pas pourquoi, on se demande bien. Donc, il est oublié en France, officiellement, dans les programmes scolaires, il a été sorti, alors qu'il est plus que jamais actuel. Et je poserai une double question. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de revoir Césaire dans les programmes scolaires? C'est la première chose. Deuxièmement, je ne veux pas revenir sur le discours sur le colonialisme, mais un mot quand même. Un mot. Est-ce pour toi le testament politique de Césaire, cet ouvrage si fondamental pour les populations anciennement colonisées? Et puis peut-être une petite dernière. On pourrait passer des heures à parler de discours sur le colonialisme, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais fondamentalement, certains, on en parlait avant de commencer cet échange, certains ont tendance à opposer Césaire et Fanon. Est-ce bien utile? Voilà. Alors, Césaire dans les programmes, ça ne tiendra qu'à nous. Ça ne tiendra qu'à nous. Il y a un recul même sur l'enseignement de l'esclavage aujourd'hui par rapport à quelques années. Il y a un recul sur le colonialisme, sur l'enseignement. Il y a une vraie normatif qui s'installe et avec je veux dire, c'est pas le contenu, c'est le succès des enfants, est-ce qu'ils vont réussir et le nombre de points qu'ils vont... Donc il y a vraiment une bataille à mener. Il y a vraiment une bataille à mener. On recule sur l'histoire coloniale, sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des ouvriers. On recule sur toute l'histoire qui ne concernerait pas une histoire fictive d'un État-nation qui se crée et qui amènerait les droits de l'homme au monde et des choses comme ça. Donc vraiment, on est en 2017 dans un retour en arrière assez étonnant. Enfin étonnant, je ne sais pas si on devrait tellement étonner, mais on est dans un retour en arrière. Donc il faut absolument pousser, mais aussi il faut, je pense, compter de plus en plus sur des espaces autonomes comme celui-là, tu vois, pour diffuser ces choses-là. Parce que si on ne compte que sur l'État aujourd'hui, eh bien on va s'épuiser. On va s'épuiser et on le sait que dans les écoles, il y a des enseignants formidables et c'est avec eux qu'il faut travailler, les aider, les renforcer, aller par exemple, s'ils vous invitent, aller montrer le film, aller parler de choses comme ça. Mais sinon, il faut aussi avoir tous ces espaces à côté. En France, la classe ouvrière, elle a créé des écoles du soir parce que c'est pas à l'université qu'elle pouvait aller recevoir une éducation. Les femmes ont créé ça, donc il y a un moment donné, il faudra aussi peut-être qu'on crée de plus en plus d'espaces autonomes pour contourner. Si on prend par exemple l'exemple des États-Unis, on sait que les Africains-Américains ont dès le 19e siècle créé leurs propres universités parce qu'il n'y avait pas, d'abord, j'étais pas admis dans une université blanche, donc de toute façon il y avait pas de possibilité, mais aussi quel est le curriculum que tu mets en place, qu'est-ce que tu enseignes et comment tu l'enseignes est important. C'est pas seulement d'entrer dans l'école ou l'université, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre. Et donc là, si on y va pour apprendre que finalement on n'existe pas, pour la plupart des petits-enfants, etc., ou des tas d'autres personnes, ça fait quoi comme enseignement? Tu vois, c'est un enseignement qui t'apprend que tu n'existes pas. Alors, on peut comprendre pourquoi on n'a pas envie d'aller à l'école après. Hein. Donc, discours sur le colonialisme. Je pense qu'il y a une chose très, très, très importante dans le discours sur le colonialisme, qui est très importante pour nous aujourd'hui, quand on veut comprendre ce que tu posais comme question sur le post-colonial, tout ça. C'est ce que Césaire appelle l'effet boomerang, ou l'effet retour. C'est-à-dire, quand il dit « vous n'avez pas pu coloniser innocemment », ça vous revient.
Alors lui, il analyse le nazisme comme le retour des pratiques coloniales, les camps, les déportations, les massacres, la racisation d'un groupe, et que ce groupe doit disparaître de la terre, cette fois-ci c'est les juifs pour les nazis, doit disparaître de la terre pour que d'autres groupes vivent. Et c'est ce qui s'est passé pendant le colonialisme, le génocide entier de peuples amérindiens, ou le génocide en Afrique, des héros ou d'autres. Bon. Donc il dit, voilà, ça vous est arrivé. Mais vous êtes surpris parce que ça vous arrive, parce que ce sont des Blancs qui ont été les victimes de ça. Mais en fait, vous l'avez pratiqué, et ça ne pouvait que revenir. Donc ce que Césaire signale, que tu vois, il y aura une inévitable contamination. Une inévitable de ce qu'on appelle la démocratie, de ce qu'on appelle la République, de ce qu'on appelle les régimes. C'est inévitable. Tu ne peux pas concevoir une loi de l'égalité ici avec une loi de l'inégalité là-bas, sans que ces lois te reviennent de l'autre côté, et on le sait par exemple dans les moments les plus récents, que l'état d'urgence, il avait été conçu pour la question de la guerre d'Algérie, puis maintenant il nous devient un état permanent ici. Bon, voilà. Mais si tu veux, par exemple, même si on reprend dans l'histoire, on a toujours l'impression de penser que les choses se passent à la colonie. Elles ne se passent pas ici, et que ici a été un espace protégé. Mais dans cet espace protégé, je vais juste donner quelques faits historiques, je ne vais pas trop... Mais par exemple, on a l'impression que si tu veux, les lois racistes, elles étaient aux colonies. Or, en France, il y a une inquiétude dès le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de présence d'Africains en France, de personnes d'origine africaine. Il y avait plusieurs milliers. Ils n'étaient pas tous des esclaves, il y en avait certains même qui étaient des cavaliers, d'autres étaient des médecins, des femmes faisaient de la mercerie, étaient couturières, ou étaient domestiques. Tout ce monde n'était pas esclave, il y en avait plusieurs milliers, à Paris d'ailleurs, et puis surtout dans les grandes villes évidemment. Le Chevalier de Saint-Georges en est un, mais tu en as aussi plein de femmes qui sont là. Et donc tu as, je sais pas, ils tiennent des tabacs, ils tiennent des commerces si tu veux. Donc il y a des Africains dans les villes, Paris, Bordeaux, Marseille, même Strasbourg, Lille, tu vois. Bon. Et tu avais une loi en France, tu avais un principe, nul n'est esclave sur le sol de France. Principe du XIe siècle. Et donc les esclaves, quand ils arrivent, ils connaissent ça, parce qu'on croit que les esclaves ne connaissaient rien, ils savaient très bien. Donc ils arrivent, ils s'échappent de leur maître, ils vont voir le juge et disent, mais voilà, nul n'est esclave sur le sol de France, donc moi, je ne peux pas être esclave. Et donc tu as plusieurs cas où les esclaves sont libérés. Donc les maîtres s'inquiètent, font prévenir au roi, tout ça. Et alors le roi va instituer plusieurs lois. D'une part, il va avoir l'interdiction des mariages entre noirs et blancs en 1716, en France. À la colonie, c'est tout de suite. Hein. Dès qu'il y a des blancs et des noirs, c'est tout de suite. Oh là là, c'est pas possible. Mais on pense la colonie, on pense pas. Les relations sexuelles. Les relations sexuelles sont absolument interdites, c'est l'interdit absolu. Bon, et alors, l'interdit le plus absolu, c'est l'homme noir et la femme blanche. Alors là, c'est le crime le plus absolu. Bon, l'homme blanc, on sait qu'il passe son temps, qu'il a beaucoup violé la femme noire, mais le mariage est interdit. Et la relation sexuelle aussi est interdite, mais on sait que ça se fait. Mais en France aussi, on ne sait pas que ça a été appliqué en France. Il y a ça, donc l'interdiction. Et en 1777, la monarchie institue une police des Noirs qui arrêtait les Noirs dans la rue, si ça te rappelle quelque chose, voilà, et leur demandait leurs papiers, tout ça. Et en fait, la plupart d'entre eux étaient renvoyés dans des baraquements dans les villes-ports de France et renvoyés aux colonies, même si c'était des libres, hein, si c'était des gens. Il y a donc toute une série de lois comme ça, donc de l'inquiétude en France de la présence noire, alors qu'elle est, je te dis, quand même, bon, c'est des milliers, mais enfin, c'est pas... Bon. Ces décrets sont abolis par la Révolution française, ils sont réinstitués par Napoléon. Quand il rétablit l'esclavage, il rétablit l'interdiction des mariages, et il institue l'interdiction pour des Noirs libres d'entrer en France. Donc la racisation en France a lieu déjà à ce moment-là, si tu veux. Et donc c'est ça aussi que Césaire veut montrer. Il ne parle pas de ça parce que peut-être il ne connaissait pas ces faits. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se passe pas que là-bas. Ça se passe aussi ici. Puis après, on peut voir des tas d'autres choses, si tu veux, qui se font, que ça s'insinue
dans la pensée. Et donc quand Césaire parle aussi que ça contamine les mouvements progressistes, c'est aussi de ça qu'il parle. C'est-à-dire que les mouvements progressistes, malgré leur désir d'égalité et de liberté, vont être contaminés. Je te donne un exemple, puis après il y a mais je te donne un exemple historique. Le mouvement féministe français, tu as eu Bertine Leclerc, qui est une grande figure du féminisme républicain sous Napoléon III, une grande opposante à Napoléon III, pour le suffrage des femmes, contre la peine de mort, une femme formidable qui va créer les journaux, tout ça. En 1848, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, le droit de vote est accordé aux hommes, aux affranchis. Et quelques années plus tard, elle écrit un texte en disant « Les femmes ne sont pas des nègres », et elle proteste contre le fait qu'on a donné le droit de vote à des hommes noirs qui ne sont pas des civilisés, alors que les femmes qui sont civilisées, pourquoi ne l'ont-elles pas? C'est-à-dire, au lieu de demander le droit de vote pour tous, qui aurait été la position féministe, révolutionnaire, elle proteste contre le fait, mais enfin, ces gens-là vont voter, ils vont voter pour n'importe quoi, c'est des sauvages, dit-elle, ce sont des gens inéduqués, et nous, qui sommes éduqués, blanches, etc., nous n'avons pas ce droit. Donc tu vois, comment cette femme bute, le féminisme bute sur la question raciale. Et on pourrait donner d'autres exemples. Et donc, Discours sur le colonialisme est pour moi un texte extrêmement important et qui est à mettre aussi en relation avec la lettre de démission de Césaire en 1956, où il reprend cette question à la fois de l'effet retour et de la contamination des mouvements progressistes par la pensée raciale, quand il dit au PCF, vous les fraternités, tant que vous êtes les grands frères. Voilà. Donc la fraternité, mais c'est vous les grands frères, et nous on est les petits frères, on doit être derrière comme ça, tu vois. Et donc cette conception d'être toujours les guides, de tout ça, il dit, ça vous vient de l'histoire coloniale. Donc pour moi, Césaire, et Fanon va le faire, mais Fanon vient après, donc on pourrait reconnaître à Césaire de l'avoir déjà montré, si tu veux. Césaire, Fanon le montre dans les articles qu'il publiera dans le Moudjahid, sur la question du soutien des forces françaises progressistes au FLN, en disant c'est à la condition que vous ne posiez pas des bombes, tout ça, etc. Et Fanon dit, mais alors, c'est quoi, c'est conditionnel? Pour vous, c'est pas à nous de choisir les manières de lutter. Mais si tu veux, Césaire a bien compris ça, avait vraiment bien compris, et je trouve que c'est absolument essentiel de se rappeler ça, c'est-à-dire cette séparation que la France voudrait faire parfois. Ça, oui, ça s'est passé là-bas, c'est un peu malheureux, mais ça, ici, c'était la République et nous étions protégés de ces choses-là. C'est les affreux colons là-bas et nous, on n'a rien à voir à faire. Il faut leur montrer que non, tu vois, c'est ici aussi que ça se passe et que donc de montrer les affreux colons masque la manière dont eux perpétuent le racisme. On écouterait des heures Françoise sur Césaire, mais j'aimerais quand même qu'elle nous dise un mot sur ce livre, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Françoise est une grande féministe, la première. Et dans ce livre, nous allons... Non, du tout. Moi, c'est terrible à dire, parce que dans ce livre, tu ouvres une page méconnue de l'histoire, et comme tu disais à l'instant, ça se passe dans les colonies. Ces histoires de l'empire colonial français sont toujours comme ça à la périphérie du récit national, alors qu'elles fondent ce récit et qu'elles devraient être au cœur du récit national français. Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée de ce livre dans lequel tu analyses ce qu'on peut appeler un scandale d'État sans vraiment être sans exagération? Sans exagération, oui, tu as raison. Non, tu as tout à fait raison, c'est un scandale d'État. Alors, plusieurs choses, si tu veux. Depuis, justement, quand on parle beaucoup de postcolonial aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a une tendance, malgré tout, à penser aux classes stigmatisées, discriminées en France. Et d'oublier que la France est le seul État en Europe
à posséder autant de territoires qui lui appartiennent et qui sont sous son régime. Nouvelle-Calédonie, terre du Pacifique, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte. Ça, c'est les terres habitées. Parce qu'il y a aussi des tas de terres inhabitées qui font donc de la France aujourd'hui. Elle était jusqu'à il n'y a pas longtemps le second empire maritime. Elle est le premier maintenant, l'État français. Donc cet oubli me pose des questions. Parce que tu as à la fois des territoires issus de l'empire esclavagiste, colonial esclavagiste et post-esclavagiste. Donc c'est très intéressant de voir comment la République gère tout ça. Cette République qui dit liberté, égalité, fraternité. Donc tu vois ça. Pourquoi alors évidemment les immigrations post-coloniales sont extrêmement importantes et tout, mais pourquoi on oublie ça, si tu veux? Qu'est-ce que ces territoires nous disent de la racialisation, de l'inégalité, de l'exploitation? Qu'est-ce que ça nous dit, tu vois? Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ce qui a été mis en place là-bas et de ce qui va être mis en place ici contre ces nouvelles classes populaires? Donc c'est la première question. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'en 2015, il y a eu beaucoup d'ouvrages qui célébraient la loi de Veil de 1975. Donc je les lis, il n'y a pas une ligne sur les Outre-mer. Mais pas une ligne. C'est comme si toute l'histoire, il y avait une saga, l'épopée des femmes françaises luttant pour l'avortement et la contraception, c'était ici. Tu vois? Et qu'est-ce qui s'était passé là-bas? On n'en savait rien. Bon, alors moi, qui suis réunionnaise, et j'avais entendu parler de cette histoire, mon sang ne fait qu'un tour, comme on dit, et je me dis, enfin, c'est pas possible, et je me souvenais de cette histoire, je commence à en parler autour de moi, plus personne ne s'en souvenait. En fait, l'histoire, c'est qu'en 70, on découvre, à l'occasion le fait qu'un médecin se rend au chevet d'une jeune femme qui saigne abondamment, qui est pratiquement dans le coma, il se rend compte qu'elle a été victime d'un avortement mal fait, etc. Donc il y a une enquête qui est lancée parce qu'il porte plainte, c'est un médecin, il est président de la Croix-Rouge, donc quand même on écoute ce qu'il dit, donc la gendarmerie commence à une enquête et on découvre qu'il y a en fait, c'est le cas, qu'il y a des milliers d'avortements qui sont pratiqués depuis la moitié des années 60 dans une clinique à Saint-Benoît, dans l'est de l'île, et sans consentement de ces femmes. C'est-à-dire que ces femmes sont envoyées par des assistantes sociales, par des médecins, par les centres de PMI, par les centres de planning familial. Certaines sont enceintes de 6 mois, de 7 mois, et elles arrivent, on leur dit « Oh, vous devez subir une petite opération bénigne », on leur dit pas, et elles se réveillent avortées et stérilisées. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque, en France, est criminalisé, les médecins sont poursuivis pour la moindre chose, les femmes sont poursuivies, on avorte de manière clandestine. Il y a aussi une autre dimension, c'est qu'en 67, il y a la loi Neuwirth qui autorise la contraception, mais c'est extrêmement entravé, ça prendra 10 ans en France pour qu'il y ait des décrets vraiment pour que ça puisse être possible. Dans les Outre-mer, la pilule est distribuée dès les années 60, largement. Le stérilet est mis sur des mineurs sans consentement parental. Il n'y a pas besoin du consentement parental, il y a besoin simplement que l'assistante sociale le dise. Et le Dépôt-Provera, qui était cette piqûre qui avait été expérimentée sur les vaches et les juments pour bloquer leur ovulation, est imposé aux femmes, ce qu'on appelait la piqûre 3 mois. Et tous les 3 mois, il y avait d'ailleurs, il fallait l'assistante sociale vérifier qu'elles avaient fait cette piqûre, sinon elles ne recevaient pas les allocations familiales, par exemple. Donc il y a toute une politique antinataliste extrêmement violente, brutale, menée aux Antilles et surtout à La Réunion, et qui est en contradiction complète avec ce qui se passe en France au même moment. Mais quand le scandale éclate, ce scandale est tellement énorme que les journaux nationaux vont en parler. Le Monde, le Nouvel Observateur, l'Express, Politique Hebdo, les journaux d'extrême gauche, enfin, il en est question en France, quoi. Ça ne reste pas une histoire là-bas, c'est tellement loin, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça, c'est un premier fait qui m'intéresse. Et le deuxième fait, c'est que pendant le procès, les médecins qui sont inculpés, il y a plusieurs médecins, il y a surtout des médecins, ce qu'on appelle les oreilles à la Réunion, c'est-à-dire venus de France, et puis un médecin d'origine marocaine. Alors, et un infirmier d'origine réunionnaise. Et les médecins disent, mais nous, on s'est toujours senti soutenu par les autorités, on n'a jamais eu de problème à pratiquer tous ces avortements. Et donc j'ai voulu prendre cette affirmation au sérieux, pas simplement que c'était une défense d'un inculpé disant c'est pas ma faute, c'est celui de l'autre. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière?
Et effectivement, en reprenant tout, en tirant ce fil, j'ai vu qu'effectivement, c'était sanctionné par toutes les autorités de l'État. En fait, en 1946, quand l'État français reconfigure son empire colonial, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est aussi important de voir, l'État français ne peut plus maintenir le même vocabulaire colonial, ne peut plus parler de la même manière. La décolonisation est à l'ordre du jour, il y a la guerre froide, il y a la construction de la communauté européenne, il y a les États-Unis qui veulent détruire les empires français et britanniques pour instituer le leur. Donc on est dans une situation, l'État français donc reconfigure et ne parle plus d'empire colonial, parle d'Union française pour ce qui est des colonies d'Afrique, d'Indochine et de Madagascar. Mais ce qu'elle appelle les départements d'outre-mer, l'État français décide que le développement est impossible et qu'il y aura deux politiques à mettre en place, l'immigration et le contrôle des naissances, qui vont donc être mis en place pleinement dans les années 60. En gros, on dit qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont trop nombreux. Voilà. Et cette question que ce sont les femmes qui sont responsables de la pauvreté et du sous-développement va devenir une vérité. En France, pour les départements d'outre-mer, c'est la faute de ces femmes si, voilà, et si le développement est impossible, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Elles font trop d'enfants, donc il faut organiser l'immigration, le Bumidor, et des milliers et des milliers, il y a 12% dans les premières années, 12% de la population de qui partira. Aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe sont les deux régions où il y a le plus grand nombre de personnes âgées de toutes les régions de France, parce qu'on les a vidées de leur jeunesse. On a condamné, on a condamné vraiment ces territoires et le contrôle des naissances. Alors les Antilles subiront plutôt l'émigration, il y aura un peu de stérilisation et d'avortement forcé, mais c'est à La Réunion massivement, ces avortements. Et au procès, les médecins ne seront pas condamnés, sauf celui d'origine marocaine, parce que il était marocain, donc il fallait quand même, il y avait un coupable tout trouvé. Mais pas tout à fait blanc quand même. Voilà, quand même pas tout à blanc. Mais encore, sa peine n'est pas extraordinaire. Hein. Non, c'est pas je veux dire, sa condamnation n'est pas énorme. Il y a 5 ans d'interdiction d'exercice de sa profession. De toute façon, il quitte La Réunion, il va faire autre chose. Mais c'est l'infirmier réunionnais. Alors lui, il prend pour tout le monde parce que de toute façon, en plus, il est d'origine indienne. Donc voilà, lui, c'est le coupable tout trouvé. Et donc finalement, si vous voulez, il y avait une deuxième chose, c'est que tous ces avortements, la population était très pauvre, donc ils avaient les bons d'assistance médicale gratuite. Donc vous arriviez vers le médecin, vous disiez, le médecin remplissait ça, renvoyait à la sécurité sociale selon la consultation ou l'opération que le médecin avait eu à faire. Et donc, comme l'avortement était interdit, les médecins ne déclaraient pas avortement, mais déclaraient d'autres opérations chirurgicales qu'ils surfacturaient. Et ils étaient remboursés par la sécurité. Et ils étaient remboursés, des millions, leur ont été remboursés. Donc un détournement massif de la sécurité sociale qui n'a jamais été condamné. Jamais. Jamais, parce que vous aviez des complicités de l'État, de la droite locale, et donc on voit, si vous voulez, ce que je mets en lumière, c'est toutes ces complicités. Cette fameuse colonialité du coup. Cette fameuse colonialité, on est en 71, on est plusieurs années après 68, on n'est pas dans les années 50, on est en 71. Quelques mois plus tard, il y a le manifeste de 343 femmes qui déclarent avoir avorté publiquement. Il n'y a pas un mot sur ce qui s'est passé à l'île de la Réunion. Alors qu'elles le savaient, puisque je vous le dis, c'était dans tous les journaux, et même dans le Nouvel Observateur, dans lequel elles publient ce manifeste. Donc cette cécité aussi m'a interrogée, cette cécité du mouvement de libération des femmes, donc c'était plusieurs groupes, hein, c'était pas un seul groupe. Mais le fait que du coup, si tu veux, c'est aussi, pour revenir à ce que Césaire avait analysé, c'est-à-dire que du coup, la lutte pour l'avortement et la contraception va se poser sur l'analyse du cas français, des Françaises, sans tenir compte de ce qui se fait là-bas. C'est-à-dire sans tenir compte du fait que le même État a deux politiques, a une politique pour les femmes blanches et une politique pour les femmes non blanches, mais dans la même République, en 71. Et le fait qu'elles n'y pensent pas fera qu'elles vont complètement masquer, enfin ignorer la dimension coloniale et raciale. Et puis ça va partir jusqu'à aujourd'hui où nous avons un féminisme, pas le féminisme, mais un féminisme français totalement... je veux dire, il y a même des dirigeantes de l'extrême droite aujourd'hui qui peuvent se dire féministes. Donc voilà, on en est... Donc si tu veux, c'est ce que j'ai voulu, c'était suivre partir de ce cas et tirer tous les fils
qui expliquait cette politique, les complicités, la cécité du mouvement ici, et donc la nécessité aujourd'hui de réécrire une histoire du féminisme qui tienne compte de ça, mais aussi, si tu me permets, c'est que le féminisme du monde français, pas français, mais du monde français, pourrait commencer aussi avec les luttes des femmes esclaves, et non pas simplement avec Olympe de Gouges. Parce que quand les femmes haïtiennes se lancent dans les luttes, et quand elles sont là, quand les femmes esclaves marronnes, elles sont en train de lutter pour la liberté, l'égalité, et contre le racisme. Donc elles font partie des grandes luttes de femmes. Quand les femmes colonisées, elles font partie. Tout ne commence pas avec Olympe de Gouges et Simone de Beauvoir. Il y a d'autres noms dont il faut se souvenir. Il faut se souvenir de Sanit Belair à Haïti, il faut se souvenir de la Mulâtresse Solitude en Guadeloupe, il faut se souvenir d'Eva à l'île de la Réunion, il faut se souvenir des femmes. Ces femmes, d'ailleurs, sont mortes pour la liberté. Donc ce sont des héroïnes des luttes des femmes. Et il faut donc changer la temporalité, la spatialité de ces luttes de femmes. Donc il faut déracialiser et dénationaliser le récit féministe français actuel. C'est ce qu'on appelle la relecture postcoloniale. Bravo. Et je vous la confie. Évidemment, je vous conseille très vivement lui et tous les autres. Celui-là, vous l'avez là, le ventre des femmes, vraiment absolument poignant. Voilà, la parole est à vous. Bonsoir. Je voulais rajouter à ce que tu disais à propos de la Déclaration des droits de l'homme. Les francs-maçons, quand ils ont fait leur texte fondateur, en 1770, donc avant la Révolution française, ils disaient que pour être libre, pour être franc-maçon, il faut être un homme libre. Donc ça excluait, en 1777, ça excluait bien sûr les Noirs, les personnes handicapées et les femmes. Et il a fallu attendre 2010-12 pour voir les grandes institutions franc-maçonnes françaises, masculines, admettre et faire rentrer des femmes là où c'était des lieux réservés aux hommes. Bien sûr, il y a des francs-maçons en France, ils ont créé leurs obédiences, mais il a quand même fallu attendre moins de 5 ans, en 2015, vous vous rendez compte, pour que des hommes qui se targuent d'être des francs-maçons, donc épris de liberté, d'égalité, de fraternité, puissent accorder le droit à des Françaises de pouvoir rejoindre le rang des francs-maçons. Vous avez raison, mais ce que je voudrais aussi montrer, si vous voulez, il y a des choses, mais elles ne restent pas fixes et immobiles, vous voyez. La question, par exemple, d'être blanc, il faut constamment relancer le processus. Parce que c'est un processus fragile, donc il faut constamment redire aux blancs qu'ils sont blancs. Et redire, et redire aux hommes qu'ils sont hommes. On peut penser à la campagne présidentielle récente comme un moment comme cela, c'est-à-dire de refaire du discours raciste pour reséparer. Je veux dire, ça c'est une déclaration, mais comment elle entre dans le monde social et culturel, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et si vous voulez, on voit bien qu'il y a une nécessité constamment de casser les alliances possibles, casser les solidarités possibles. Donc il faut constamment rediviser, constamment monter les gens les uns contre les autres. Et il faut absolument constamment dire « Ah non, mais toi, tu es un petit peu plus là, parce que quand même, t'es blanc là. Alors t'es dans la misère totale, mais quand même, tu as ça. Quoi. » Ou alors à dire à l'autre « Bon, mais tu as ça. Quoi. » Donc on voit bien que c'est un énorme effort constant des États et du capital de remettre constamment de la division dans la société. C'est extrêmement... Il faut diviser. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'analyser comment cette division marche. Comment, finalement, des opprimés finissent par adopter, adhérer à cette division, consentir, parce que sans consentement, ça ne marcherait pas. L'État a la matraque dans une main, mais dans l'autre main, il offre des choses, des miettes. Mais ces miettes sont importantes parfois.
Et donc, il faut voir les deux choses. Il n'agit pas que par la matraque, ça ne serait pas possible. Je veux dire, dans cette histoire d'avortement, ce ne sont pas les gendarmes qui ont envoyé les femmes à cette clinique, ce sont des assistantes sociales réunionnaises, parce qu'elles parlaient créole et qu'elles pouvaient rentrer dans les maisons et dire en créole aux femmes « Mais va là-bas, va, tu fais trop d'enfants, c'est mieux pour toi ». En Guadeloupe, c'est une Guadeloupéenne qui a créé le planning familial et qui a milité pour les stérilisations des femmes guadeloupéennes. Il faut qu'on comprenne ça, parce que ça ne s'est pas passé que par... Donc, il faut qu'on comprenne comment des opprimés arrivent à consentent à ce qui va les opprimer elles-mêmes. Et là, je pense que ces femmes, elles voulaient le bien, parce qu'il est vrai que les femmes dans les Outre-mer, à l'époque, avaient 12, 14, 15 maternités successives, elles étaient épuisées. Donc, ces femmes de la petite bourgeoisie se disaient, on va quand même les aider. Ce qu'elles n'ont pas vu, c'est qu'elles perpétuaient une politique de l'État, parce que la question n'est pas pour moi, c'est pas de bloquer l'accès des femmes à leur propre choix, mais c'est comment ça sert une politique d'État qui était une politique racialisée et qui condamnait ces sociétés au non-développement. Et que cette politique antinataliste contribuait à la politique de non-développement. On n'avait rien à voir, puisque dans le même temps, ce que je souligne, c'est autant que les gens partaient avec le Bumidum, autant de gens entraient de France, autant de fonctionnaires entraient. Les oreilles. Les oreilles, enterrées. Et il y en avait, et donc finalement, même à un moment donné, il y a plus d'entrées que de sorties. Donc on voit bien que la question n'est pas de soulager le marché du travail, etc. etc. La question, c'est d'entamer un nouveau processus de colonisation, une nouvelle colonialité qui est basée sur la dépendance totale, la disparition des industries locales, la disparition des métiers, de faire entrer la société de consommation qui va bénéficier aux grands groupes de BTP français, aux grands groupes de distribution français, et de faire en sorte qu'il y ait toute une population qui n'a rien, et si elle s'énerve trop, on lui envoie les gardes mobiles. Tu parlais de la Guyane. La Guyane, c'est 80% de la surface de la Guyane appartient à l'État français. 80%, et l'État ne paye pas de taxes foncières. Donc par exemple, Kourou, que l'État élargit, dont l'État élargit la superficie, ne paye pas de taxes foncières à la commune de Kourou, la petite commune guyanaise de Kourou, qui est juste à côté, qui est une des plus pauvres et des plus endettées de Guyane. À côté d'un endroit qui dépense des milliards pour envoyer des fusées et des satellites. Et toutes sortes de choses. Et où il y a des ingénieurs, des techniciens, c'est extrêmement... d'une technicité extrêmement élevée. Et donc le contraste comme ça, c'est ça aussi pour moi, la colonialité du pouvoir. Je trouve intéressant en fait que vous ayez abordé un côté caché en fait dont on ne parle pas. Moi j'ai dernièrement lu un livre sur Simone Veil, la rebelle, mais j'imaginais pas tout ça. Je suis en France depuis 7 ans aussi. J'ai vraiment beaucoup à apprendre au niveau culturel, mais je suis vraiment très très surprise de tout ce que j'ai appris, et j'ai vraiment bien l'intention de creuser encore plus. Donc c'est vraiment une très belle rencontre ce soir d'être venue, parce que je viens du côté de Versailles, hein, donc après un programme chargé dans la journée, je suis vraiment très très contente de découvrir tout ça. Je vous remercie infiniment, Madame Vergès. Voilà. Sur cette question de tout ce qu'on ne sait pas, et c'est vraiment important, il va falloir qu'on avance très rapidement, parce qu'il y a en même temps beaucoup de choses qui sont là, qui de plus en plus, des films, des documentaires, des ouvrages qui se font pour justement répondre à tout ce manque, à toute cette absence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se constitue, comment se fabrique cette absence constamment, si vous voulez, d'effacement, et que donc tout le travail qui est fait pour sortir des archives, parce qu'après tout ça, j'ai trouvé ça dans les archives. Je veux dire, j'ai pas été obligée de soulever, c'est pas une archéologie, je veux dire, j'ai pas fouillé les choses. Mais c'est aussi comment on construit des points aveugles. C'est là, mais on ne le voit pas. Et donc, comment la structure, la manière dont on nous apprend l'histoire à l'école, la manière dont on nous apprend à penser, fait qu'on ne voit pas ce qui est là, nous-mêmes.
nous-mêmes, on oublie qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous devrions faire. On oublie même parce qu'on nous a, je sais pas, comme on dit chez moi, on nous a fait la tête vide, quoi. Et donc, on devient nous-mêmes invisibles à nous-mêmes. Alors qu'en même temps, le régime aujourd'hui nous rend très visibles. Par le contrôle faciès, par la non-représentation, par le fait qu'on n'est pas au cinéma, on n'est pas dans les médias. Donc on est à la fois très visible parce qu'on est pointé comme étant ceux qui rompent l'ordre, c'est le soupçon, etc. Donc on est très visible. Le contrôle faciès, c'est très clair, hein. C'est très très clair, c'est la visibilité. Et cette visibilité va avec de l'invisibilité. L'invisibilité de nos histoires, l'invisibilité des apports, etc. Donc il faut, la visibilité, elle est discriminatoire d'une certaine manière, mais l'invisibilité aussi, puisque je veux dire, moi, ça... Et donc on est face à deux discriminations qui s'expriment autant par rendre visible que par rendre invisible. Je veux dire, les deux choses sont à penser, si tu veux, parce que c'est pas que nous sommes invisibles, nous sommes très visibles, puisque la moindre chose que nous faisons doit être, je veux dire, par exemple, le festival des Moissy, de ces jeunes femmes qui voulaient faire donc l'afroféminisme, c'est quand même, je veux dire, c'est une centaine, 200, enfin, je veux dire, bon, on reste calme, comme on dit. Ça vient de l'extrême droite, c'est repris par la LICRA, et c'est repris par la maire de Paris, qui se demande même pas si elle va aller vérifier l'information avant. Et tout ça, sur une question de vraiment, c'est parce que c'est des jeunes femmes noires, tout simplement. Et donc, c'est rendu visible parce que c'est des jeunes femmes noires. Mais ce qu'elles font est totalement invisibilisé. Pourquoi elles le font, comment elles le font, ça, on ne le sait pas. Et il faut aller fouiller pour se souvenir que finalement, ces fameux ateliers sont dans un endroit privé, donc ça ne gêne personne et ça ne met pas du tout en danger la République et ses valeurs, etc. etc. Donc, si vous voulez, c'est ces deux phénomènes contre lesquels on doit lutter. Et donc, nous, de construire ce que nous voulons être visible, ce que nous voulons rendre visible. Ce sont des histoires, ce sont des contributions, celles de Césaire et celles d'autres, et qui sont des contributions à la pensée, à la manière de voir le monde, et qui sont essentielles, où effectivement ces réunions qui sont faites, non-mix ou pas non-mix, etc. Donc c'est à nous de définir le cadre de ce que nous voulons rendre visible, et peut-être aussi invisible, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on veut cacher finalement. On est aussi comme des marrons, hein. Il faut penser aussi qu'il faut rester des marrons. Hein. Moi, je suis une marronne. Hein. Moi, je veux rester une marronne. Hein. Je ne veux pas tout montrer. Hein. Ma question serait, par rapport à cette différence que vous voulez mettre en avant, comment vous l'appréhendez par rapport à la politique d'égalité qu'il y a en France et sur le fait que dès qu'on veut montrer nos différences, on est souvent accusé de s'auto-stigmatiser ou s'auto-victimiser. Donc comment prendre en compte ce paradoxe pour faire bouger les choses en France? Et ma deuxième question, donc, ce serait, sans parler d'adversité, qu'est-ce que vous proposez pour lutter de manière commune et essayer de fédérer universellement ce pourquoi vous battez et avec lesquels vous allez? Vous savez, pendant très longtemps, je ne me suis pas dite féministe, parce que pour moi, féminisme, c'était vraiment l'Europe et la bourgeoisie. Et justement, des questions d'égalité tout à fait abstraites, un universalisme abstrait. Je le dis aujourd'hui parce que justement, il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'emparent de ce terme, et je suis d'une part, et d'autre part parce que je pense qu'il y a une bagarre, une lutte à mener, parce que du fait que aussi je vois comment les droits des femmes sont instrumentalisés par l'impérialisme aujourd'hui. Enfin, depuis à peu près les années 2000, si vous voulez. Comment l'Occident utilise la question des droits des femmes pour mener des guerres impérialistes, pour écraser vraiment les luttes partout. On le voit particulièrement, c'est très très fort depuis, même quand il y a eu l'attaque contre l'Afghanistan, il y avait eu l'épouse de Laura Bush Junior, Laura Bush, qui avait fait tout un discours sur l'Afghanistan et comment l'intervention c'était pour aller sauver les femmes afghanes de leur oppression. Alors on voyait les femmes en burqa, tout ça, etc. Donc on voit comment, si vous voulez, les droits des femmes, alors que
c'est vraiment à partir déjà on le voit dans les années 75, mais ça devient de plus en plus fort, comment les droits des femmes, qui était quand même un terme radical, est devenu complètement un terme aux mains du pouvoir, du capital, du féminisme, corporate feminism, ou de l'impérialisme. Et ça, c'était quelque chose qu'on voit vraiment. Par exemple, le fait même que le terme féministe aujourd'hui puisse être utilisé par la droite, et je peux vous dire qu'il y a 15 ans, jamais c'était possible, parce que c'était justement féministe, c'était lié à des choses radicales, à des choses révolutionnaires, à des choses de justice sociale. Donc je pense qu'il y a un enjeu à reprendre, à se réapproprier ce terme pour lui redonner son aspect radical et de justice sociale. Parce que aussi, il y a beaucoup des femmes dans le monde, dans ce qu'on appelle le Sud global, qui utilisent ce terme. Donc il faut le reprendre, se le réapproprier, lui redonner sa force révolutionnaire et radicale, et clarifier ces différences avec le féminisme du capital et le féminisme de l'extrême droite, puisque l'extrême droite devient féministe aujourd'hui, ou le féminisme impérialiste. Donc ça, c'est une première question. Donc à l'intérieur de ça, on voit bien que la question de la parité, je pense que c'est cette question que vous posiez, est une question qui ne pose pas le cadre dans lequel on va s'intégrer. Le fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, et c'est comme si la République telle qu'elle est, le capital tel qu'il est, ça allait. Tant qu'il y a autant de femmes que d'hommes, ou autant de... Mais pour moi, si vous voulez, même si ça, on peut dire que ce serait le minimum, ça ne change pas la structure de la chose. Je veux dire, si c'est pour que l'impérialisme se poursuive, le capitalisme, le racisme, qu'est-ce que ça vous voulez que ça me fasse qu'il y ait 50% de femmes à l'Assemblée nationale? Bon... ça changera la photo. C'est vrai que la photo est quand même stupéfiante, c'est quand même toujours des mecs qu'on voit. Donc c'est vrai que ça changerait la photo. Mais on voit bien que, si vous voulez, la question est de repolitiser la lutte féministe et de ne pas la poser simplement en termes de parité. C'est pas la question, c'est vraiment... Parce qu'on le sait aussi que les métiers qui se féminisent, ce sont des métiers aussitôt rapidement dévalorisés et moins payés. Donc la féminisation d'un espace ne signifie pas sa valorisation. En général, dès qu'un endroit est féminisé, c'est qu'il est dévalorisé et moins payé. Il y a moins d'importance. Donc on pourrait penser que de plus en plus que les parlements auront moins d'importance parce que c'est les multinationales qui gouverneront le monde, ils pourront être féminisés puisque de toute façon ils auront moins d'importance. Donc tant qu'on pose la question sur juste ce plan de parité sans poser les questions de qui a le pouvoir vraiment, de comment se structure le pouvoir, de comment se poursuit le racisme, l'impérialisme, ce sont, bon, voilà, que les garçons aient des poupées, que les filles aient des camions, ben, oui, pourquoi pas, enfin, voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose sur les luttes aujourd'hui et les unités, c'est ce que je disais auparavant, hein, les pouvoirs ont énormément intérêt à diviser. C'est vraiment la première chose. Et donc, surmonter la division est la première étape pour les opprimés, les subalternes. C'est vraiment. Mais ces divisions sont là et très fortes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en ce moment, on est confronté à vraiment, pour moi, une contre-révolution globale. C'est-à-dire, globalement, il y a une contre-révolution. Globalement, de toutes petites choses qui ont été acquises par la décolonisation, par les luttes des femmes, par les luttes des peuples autochtones, par les luttes des peuples, etc., c'est déjà trop. C'est trop pour les puissants. Il faut revenir là-dessus. Donc on voit que ce soit... qu'on regarde tous les continents, regardez ce qui se passe au Brésil, le peu de choses qu'avait fait Lula, c'est déjà trop. Et même on peut être critique par rapport à des choses du Parti des travailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment... Les États-Unis, c'est tellement clair, l'Angleterre, la France, enfin, on voit que, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe. Donc on est confronté à ça. On est confronté aussi à une autre chose, c'est que la rapidité des progrès en technologie et en sciences et l'écart qu'il y a avec le fait que la majorité des êtres humains n'ont pas accès à de l'eau potable, n'ont pas accès, je veux dire, à la vie, quoi, aux éléments nécessaires à la vie quotidienne, quoi, à de l'air propre. Je suis même pas en train de parler de choses très élaborées, là. On parle vraiment. Donc cette fabrication de plus en plus grand nombre de personnes jetables, de personnes dont on n'a rien à faire, est aussi une des choses auxquelles on doit se confronter, auxquelles on doit répondre. Le féminisme aujourd'hui doit penser l'environnement, doit être antiraciste, doit être anti-impérialiste, doit être anticapitaliste.
Et en cela, il se met, je veux dire, ça veut dire que des femmes amérindiennes, avec les femmes de Black Lives Matter, avec des femmes ici qui ont participé à la marche du 31 octobre 2015, ou avec d'autres, on commence à penser qu'est-ce qui effectivement va être le terrain sur lequel un féminisme donc écologiste, anti-impérialiste, anti-raciste, anti-capitaliste va se former. Mais il y a déjà des choses, hein, quand je dis ça, on ne parle pas de rien. Hein. Mais on est en face de... Il ne faut pas non plus sous-estimer l'ennemi. Il ne faut pas le surestimer, mais il ne faut surtout pas le sous-estimer en ce moment, parce qu'on voit bien qu'il est quand même très déterminé. Il est très déterminé à vraiment installer de nouveau son ordre, et on le voit partout, hein, surtout en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Mais d'une certaine manière, si je puis dire, je trouve que les difficultés auxquelles on se heurte aujourd'hui sont justement aiguisent la pensée, nous exigent de nous d'être inventifs. On ne peut pas se dire on attendra demain. Merci. Je m'appelle Corentin, je suis un artiste. Je vis et travaille sur l'île de Gorée au Sénégal. J'ai été interpellé par une phrase, le document de Aimé Césaire. Donc, il faut que l'identité continue à s'affirmer. Donc, ça m'a interpellé. Et donc, il y a surtout pour moi des actes de révolte par rapport à ça. Donc, mais cette identité dont on aimerait bien qu'elle s'affirme, n'est-elle pas en train de se perdre, de se disloquer à cause des différentes tentations sociopolitiques et économiques? Parce qu'en fait, moi, je prends exemple en Afrique, chez nous, donc les peuples sont toujours meurtris et ils font toujours semblant d'être contents. Donc moi aussi, je me pose cette question. Donc, de mon identité, quelle sera aussi ma destinée, des révoltes que j'aurai donc à faire. Qu'est-ce que donc, demain sera pour moi? Donc je voudrais bien que si vous pouvez m'éclairer un peu sur cette situation que l'identité continue à s'affirmer, s'il vous plaît. Pour moi, je l'interpréterai comme ça, c'est peut-être pas ce que Césaire voulait dire, mais c'est qu'il y a une affirmation d'identité qui sont de celles qui viennent d'en bas, des personnes qui ont été stigmatisées, qui sont écrasées, et qu'elles doivent continuer à s'affirmer parce qu'elles portent en elles autre chose que le désir de puissance, le désir d'écraser, le désir d'exploiter. La deuxième chose, quand vous dites que effectivement, c'est quand même les peuples sont écrasés aujourd'hui en face, et c'est ce que je dis quand je parle d'une contre-révolution globale, c'est-à-dire qu'on est face à de nouvelles forces de colonisation et de nouvelles forces de dépossession. Elles ne sont plus simplement sur le mode de l'armée qui intervient. Il y a des armées qui interviennent partout encore. Il y a des colonisations, il y a des pays occupés, il y a la Palestine d'abord. Mais elles s'exercent aussi par la colonisation technologique, par la colonisation de la science. Et ça, il faut qu'on pense à comment nous allons, quelles vont être les contre-manières de faire par rapport à ça. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement puissant. On ne sait pas encore comment, parfois, résister à ça. L'histoire des opprimés est une longue histoire, d'une certaine manière, de défaite, de révolution trahie, d'insurrection manquée, ou écrasée. Et en même temps, chaque fois, ça porte l'espoir. Chaque fois, il y a quelque chose qui sort de là, malgré quelque chose qui est... et donc, c'est dans le retour à cette histoire, à ces récits, que l'on puise aussi la force, aujourd'hui, nous, de nous lever. Moi, je me suis beaucoup intéressée à l'esclavage, par exemple, et ça a mis quand même 4 siècles que quelque chose prenne fin, même si on dit qu'il y a des nouvelles formes, mais enfin, il y a un moment donné où il n'y a plus de navires négriers qui arrivent, et il n'y a plus de... Moi, je veux dire, il y a un système qui met fin. Et ça met 4 siècles. Et j'ai beaucoup, pour moi, je garde pour moi, c'est chaque fois de penser à toutes ces personnes qui se sont
levés, qui sont insurgés et qui sont morts bien avant que ce soit une lumière au bout du tunnel et qui n'ont jamais cessé de se battre pour qu'un jour ça soit aboli. Et donc je pense à ça et je me dis c'est là qu'il faut trouver la détermination et le courage, et que peut-être moi je ne le verrai pas, mais comment je peux apporter. Je pense, parce que j'ai une admiration extrême pour ces personnes, parce que elles pouvaient tout à fait se dire mais c'est trop dur, tout était contre elles, tout. L'Église, la loi, le social, le culte, tout. Vivre esclave, c'était vivre dans un monde où rien ne vous donnait une idée que c'était possible d'en sortir. Vous étiez un nègre, vous étiez un esclave. Et il y a des gens qui disent non, il n'en est pas question. Je suis un être humain et je serai libre. Et je trouve ça formidable, et je trouve que dans les moments où nous vivons, où tout semble quand même très très dur, ce que Fanon appelait la longue nuit, nous sommes dans une nouvelle longue nuit, lui parlait de la longue nuit du colonialisme, nous sommes dans une nouvelle longue nuit, il faut... alors évidemment vous me direz, ma réponse n'est pas très concrète, mais elle est aussi, elle est ça, de se nourrir de tout ce qui est arrivé avant, de tous ces chants d'espoir, de tous ces poèmes, de toutes ces insurrections, de toutes ces grandes figures qui constituent pour nous cette bibliothèque, qui n'est pas la bibliothèque des puissants, qui est notre bibliothèque, celle des insurgés, des rebelles, des personnes qui veulent justement, qui pensent qu'il y a autre chose dans le monde que l'injustice et l'inégalité. Merci beaucoup aux uns, aux unes et aux autres. Le temps nous fait défaut, il faut conclure. Et merci infiniment à Françoise et bonne soirée.